Oh, hello. Bonjour. Welcome. Bienvenue à Monde Talk. J'essaye d'être ici la moitié du temps. Vous pouvez voir qu'on est très près de l'océan, ce qui est rare. C'était un jour pluvieux en 1971. Il n'y avait rien à faire. Un ami m'a proposé de voir des maisons, de faire semblant que je cherchais à acheter une maison. En fait, je ne cherchais pas, mais j'ai contacté une agente immobilière qui s'embêtait elle aussi. Elle m'a demandé si je voulais voir quelque chose sur l'océan. Je lui ai dit oui et elle m'a montré ce lieu. Je n'étais jamais venu à Montauk de ma vie. Et dès que j'ai vu cet endroit, je me suis dit que c'était pour moi. Ça me semblait unique. Je l'ai depuis 36 ans et je peux désormais vous confirmer que c'est unique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les rochers et la pelouse vont jusqu'à l'eau. Quand je me suis installé, il n'y avait pas de maison là-bas. Il y en a un peu plus aujourd'hui. Par là, c'est très joli. Je suis un vrai New-Yorkais. J'y suis né et j'y ai vécu toute ma vie. Mais je n'aime pas y vivre l'été. Si je n'étais pas ici, je serais sans doute de l'autre côté de Long Island, qui a du charme, c'est plus petit. En fait, c'est un peu grand ici. Beaucoup de célébrités se sont installées ici. Mais le lieu se prête au calme et à la relaxation. Alors rien de bien délirant ne s'est vraiment produit, excepté la fois où les Rolling Stones ont loué la grande maison 2 ans de suite. J'étais là quand ils répétaient, faisant un sacré boucan. Ils faisaient ça dans le grand salon. Ils partaient en tournée juste après. En fait, la tournée, c'était la 2e année. La première année, Mick est venu seul avec sa femme. Puis il est revenu avec tout le groupe la 2e année. C'est très physique, ils doivent s'entraîner, courir, répéter. Beaucoup de gens célèbres sont venus, comme les amis Nelly, mais ils ne faisaient que se reposer. Julian Schnabel est à côté. C'est un père de famille, il a 5 enfants. Ses jumeaux de 12 ans surfent ici. Les 3 autres sont déjà grands. Ici, on est au-delà des Hamptons. Les Hamptons représentent une banlieue très riche. Des gens aisés, de belles demeures, des rues impeccables. C'est très beau, mais l'été, ça devient tellement peuplé. On a beaucoup construit dans la nature aux alentours. Il y a vraiment un monde fou qui vient faire du shopping, on dirait. Tout le monde circule sur les mêmes voies principales. Très peu de gens dans les Hamptons sont à proximité des plages. Ils en sont loin. Comme les plages publiques sont petites, lorsqu'ils viennent dans leur maison l'été, ils ne voient pratiquement pas la mer, qui est cachée par les buissons. C'est pourquoi cet endroit est si exceptionnel, de par sa relation à l'océan. Je peux faire du boucan ici, je n'ai pas de voisins. Par ici, je vais vous montrer. Il y a 5 maisons, un grand garage, une grande étable. C'est un véritable domaine, un domaine sur l'océan, mais qui a su rester simple, sans prétention. Un pêcheur a dû perdre ce moulinet. Il est d'époque. Voici une pièce intéressante. Ça n'était pas une chambre à coucher.
C'était un endroit où accrocher son matériel de pêche. On suspendait les gaules ici, les appâts là. Et sur les étagères, on rangeait les moulinets, comme celui que je viens de trouver dehors. C'est ici qu'on s'équipait avant d'aller pêcher, un dressing room de pêcheurs. Plus personne ne pêche vraiment, alors c'est devenu une chambre à coucher. Tout ce que vous voyez dans la maison est là depuis 75 ans, depuis que cette maison existe. Le mobilier, presque tout. Ce poisson est là depuis plus longtemps encore. Il y avait une autre maison ici avant, construite en 1905, qui servait aux pêcheurs. Elle a été remplacée par cette maison et les autres en 31 et 32. Ça devait être un village de pêcheurs. La pêche est très bonne par ici, grâce aux rochers qui attirent les poissons. Le sol en pierre provient des trottoirs de Manhattan, récupérés dans les années 20. Le mobilier est exceptionnel. Celui de cette maison principale provient presque entièrement d'une fabrique de meubles appartenant à Eleanor Roosevelt, l'épouse de Franklin Roosevelt, gouverneur de New York qui devint président des États-Unis. Elle vivait avec 2 femmes et elle possédait un petit commerce spécialisé dans la fabrication de mobilier américain d'époque néocoloniale, qui se vendait très cher, car de très bonne qualité. Voici une carte. Elle a été dessinée par l'architecte. Vous verrez mieux d'ici. À l'époque, c'est la famille Schurz qui possédait ces maisons ici, ainsi qu'une grande demeure à Sands Point, le lieu où Fitzgerald décrit toutes les belles maisons dans Gatsby le Magnifique. La grande demeure existe toujours, elle est immense. La famille avait aussi un commerce à Brooklyn, des bureaux à Manhattan et des palmeraies à Palm Beach. Ici, ça ne servait que 2 ou 3 mois par an pour la pêche. Alors, quand je l'ai acheté ici en 1971, ça n'avait guère été utilisé. La maison avait 40 ans. Mais pour moi, c'est comme si elle en avait à peine 3. Tables, chaises, pratiquement tout était déjà dans la maison. Voici la cuisine. Je ne cuisine jamais. Vraiment pas. Il y a quelques trucs nouveaux, mais la plupart des choses ici sont d'origine. La peinture a été recouverte d'une autre peinture qui s'est ensuite effritée. Mais cela lui a donné son apparence vive. Voici une table de pâtissier qui vient de France. Sa surface lisse permet de confectionner des pâtisseries, ce qui ne s'est jamais produit à ma connaissance. C'est une grande maison. Il y a une autre chambre par ici. On va descendre et sortir par là. Voici la chambre d'amis principale. Tous les meubles proviennent également de la société d'Eleanor Roosevelt. Certains éléments sont encastrés. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de meubles. C'est une chambre où beaucoup de gens célèbres ont dormi. Jacqueline Onassis, Elizabeth Taylor, Keith Richards, Mick Jagger. Ou Lee Radziwiłł. Ils ont tous séjourné ici.
Beaucoup de pièces donnent directement sur l'extérieur. They didn't have TV Il n'y avait pas de télé à l'époque. in the olden days, but Mais vous pouvez voir l'océan, you can tout see how près. close the ocean is. It's very C'est unusual. très rare. There's a lot of Il y closets a in beaucoup the de placards house. dans cette maison. This is all closets here. Again, you know, Vous voyez, il y a vraiment de la place. Si vous voulez ranger des plenty of choses. space. You want to put something away, and it's built a little Et c'est bit like a construit boat, comme dans un bateau. but it's practically On in est the pratiquement ocean, dans so l'eau. C'est you sans need doute that, la I raison. guess. But this paint job was Cette peinture a été very très chère à expensive and mettre en place en costly to put 1931. on in 1931, and it cost as Ça a much coûté as aussi cher que de it construire cost to toute la build the maison. whole house. I have all the bills. J'ai toutes les factures. This is just a single Ça, c'est une chambre bedroom. simple. Here we have Ici, il y a du just odds and bric-à-brac, ends, you know, stuff you collect over des the choses que years. vous collectionnez avec le Bed, temps. there's another door if you want to go Encore une outdoors. porte, si vous voulez sortir. But Il sort. we go outdoors. Why not? Well, I'm glad C'est you gentil come. d'être Thanks passé, a merci. lot. Hope to J'espère see you vous voir back à in New New York. York. Bonjour, Bienvenue, bienvenue, je suis Théa WESTREICH. et je suis Ethan Wagner. Bienvenue chez nous à Watermill. Cette maison est la nôtre depuis 15 ans environ. Elle a été construite il y a une vingtaine d'années. On vient ici le week-end, toute l'année, pour des séjours plus prolongés l'été. Et pendant les fêtes, pour Thanksgiving, Nouvel An, enfin les fêtes comme ça. Donc on vient ici assez souvent. Vivant à New York, où nous travaillons dans le monde de l'art, la vie est intense. Comme beaucoup de New-Yorkais qui en ont les moyens, la première chose que nous faisons est de quitter la ville. La maison est un peu à l'envers. En bas se trouvent les chambres d'amis, ainsi que la salle à manger, la cuisine, le bureau et la bibliothèque. On va vous emmener dans les chambres d'amis, car le salon et la chambre à coucher principale sont à l'étage. Si vous pouvez vous faufiler dans ce passage. Voici la chambre d'amis numéro 1. En fait, nous recevons très rarement des invités. Nous apprécions vraiment cette maison quand on est seul. Mais lorsque nous avons des invités, qui sont le plus souvent nos enfants et petits-enfants, cet espace est idéal. C'est un endroit simple et agréable pour les enfants quand ils viennent. Voici une autre petite chambre, principalement pour 2 petits-enfants. Nous sommes particulièrement satisfaits que l'espace disponible ici fonctionne pour les besoins de notre famille et en adéquation avec notre niveau de patience. On n'est jamais débordé. Et les visites sont très courtes.
Et ce qu'on apprécie énormément est le sentiment d'intimité, tout en bénéficiant d'un paysage très ouvert. Les seuls bruits que nous entendons sont les chants d'oiseaux, le souffle de la brise. C'est très reposant. J'adore cuisiner. Alors nous avons une belle cuisine que j'utilise très fréquemment. Les Scandinaves sont connus pour leur poterie et l'éclairage est le plus souvent l'œuvre de Poul Henningsen, un grand designer danois à l'époque du lancement de l'électricité. Ces lampes sont à la fois une expression de design que nous estimons important, mais c'est également un clin d'œil technologique à l'électricité. Les tableaux sont essentiellement l'œuvre d'artistes contemporains. Ethan et moi sommes collectionneurs depuis longtemps. Nous avons des œuvres de Chin Thompson, Christopher Wool, Keith Tyson, Saul Lewitt, oui, le grand dessin mural, Laura Owens. Il y a des œuvres dans toute la maison. Tout comme nous avons de l'art contemporain dans notre loft en ville à New York. C'est vraiment une présence fondamentale au cœur de nos intérieurs, dans notre espace vital. Lorsque nous avons redécoré ici il y a 4 ans pour se rapprocher du principe des Case Study House, tout en incorporant du mobilier scandinave datant du milieu du siècle dernier, le but était clair. Être en harmonie avec les œuvres d'art de notre grande collection. Et donc cette collection s'intègre parfaitement avec l'espace et le mobilier de notre maison. Par exemple, cette pièce est celle où je travaille. C'est un bureau complet qui me permet de travailler quand je suis ici. Ok. Je vais vous montrer comment je m'en sers. Je m'assois, je travaille sur l'ordinateur et je réponds au téléphone. Bon, on vous amène là-haut. Toutes les pièces sont véritablement exploitées. Ce n'est pas une très grande maison, mais c'est une maison qui se prête bien à notre mode de vie. On apprécie ses moindres facettes. Et la lumière qui est si abondante nous fait vraiment penser que nous vivons en pleine nature, comme une cabane perchée dans un arbre. Voici encore des poteries et des meubles scandinaves. Sur le mur se trouve le dessin mural de Saul Lewitt. À droite dans le couloir, c'est un dessin de Christopher Wool. Enfin, comme cet autre dessin là à droite. C'est un de nos artistes préférés, en plus d'être un ami. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais au loin se trouve la baie de Peconic. C'est une étendue d'eau importante dans la région. Et les poissons, ils sont nombreux, mais en sécurité. Parce que j'ai beau pêcher, j'en attrape pas beaucoup. Cette pièce a une dimension presque affective due à la lumière et selon les différents moments de la journée. L'hiver, il y a un feu de cheminée en permanence et c'est vraiment chaleureux d'y passer du temps. Hiver comme été. Les œuvres au mur sont celles d'artistes contemporains et les éléments de déco sont encore une fois scandinaves. La chaise de Greta Jark est l'une de mes favorites et cet espace est celui du maître de séance. Comme vous pouvez constater, j'ai un tout petit coin pour mon bureau, alors que ma femme a une pièce entière. Tu ferais mieux de laisser tomber. Allez, on va visiter la chambre. Ok. On aime bien travailler ensemble, c'est vrai. C'est rare pour un couple marié. Et si ça fonctionne si bien, je crois, c'est parce que je fais ce qu'Ethan me dit de faire. Venez.
C'est sûrement un cliché de dire que cette chambre est ma pièce préférée. Mais quand on est à Manhattan, la plupart du temps, de nuit comme de jour, on sort beaucoup. On reçoit et on est invité à notre tour très souvent. C'est une atmosphère très chargée. Ici, c'est tout le contraire. Les Hamptons sont un groupe de villages sur la partie est de Long Island. C'est sûr que c'est plus peuplé qu'à une certaine époque. Je venais ici quand mes parents avaient une modeste maison à Hampton Bay, il y a 45-50 ans. Il y a beaucoup plus de monde maintenant, et beaucoup de fermes se transforment en développement immobilier. Bon, ça a perdu un peu de sa qualité, tout en offrant encore énormément. Les Hamptons restent une destination préférée des New-Yorkais et des gens du monde entier, pour s'échapper le week-end, aller à la plage, profiter de l'environnement. Nous sommes tout à fait prêts à répondre à d'autres questions. Je ne sais pas si... Les salles de bain? Non, pas de salle de bain quand même. Voici notre salle de bain. Bon, si vous allez filmer, il faut que je vous montre quelque chose de vraiment formidable dans cette salle de bain. Tout est axé sur l'extérieur. Que vous preniez une douche, que vous preniez un bain, vous êtes entouré de fenêtres. Le sentiment à travers la maison est, comme je vous l'ai dit, celui d'une cabane dans un arbre, constamment entouré par la nature. Nous dirigeons un cabinet de consultants. Nous travaillons avec des collectionneurs pour construire des collections d'art. Oui, d'art du XXe siècle. Notre activité, en fait, consiste à aider nos clients, des collectionneurs ou des couples, à mieux cerner leurs affinités esthétiques et intellectuelles. Et puis les aider à trouver les œuvres qui vont venir enrichir une collection qui leur ressemble. Nous passons pas mal de temps assis en bas. Ethan fume un cigare, moi lisant un livre. C'est un endroit très calme et très agréable. C'est l'œuvre d'un architecte de la région à Long Island. Il y avait un peu trop de courbes à notre goût. Vous pouvez voir dehors, nous en avons supprimé quelques-unes. Mais l'architecte avec qui nous avons travaillé, qui a remodelé la maison, c'est un jeune homme brillant, James Howe. Il était vraiment désireux de refaire la maison avec des lignes plus rigoureuses.
The Upper East Side. L'Upper East Side. Hi. Bonjour. My name is Mon nom est Jeffrey Bilhuber. Je suis décorateur d'intérieur ici à New York. J'ai pensé que ce serait intéressant de visiter mon nouvel appartement que j'ai terminé il y a à peine quelques mois. Je serai donc votre guide. Si vous voulez me suivre. Un problème classique à New York est celui des couloirs. L'entrée est très souvent trop petite, trop étroite. Et dans la plupart des cas, sans lumière naturelle. Ce qu'il y a de formidable avec cet appartement, c'est sa configuration, qui permet à la lumière de le traverser. Vous avez des vues sur Central Park, à l'ouest, et des vues sur la rivière, à l'est. Ce qui crée un mouvement dans l'espace extraordinaire. Ici, dans le salon, j'ai commencé avec une référence visuelle. Une très belle photo de Bruce Weber. Pleine de sensibilité, de couleurs, ancrée dans la tradition, mais avec un esprit résolument moderne, de manière presque irrévérencieuse. Cette photo a été mon inspiration visuelle, ma palette, pour cet appartement. Ici, avec ces portes en velours, je fais référence à une architecture simple et pure datant du XVIIIe siècle, mais exprimée avec des matériaux modernes comme le velours ou le bronze. Ces portes s'ouvrent sur la chambre d'amis. Et si tout va bien, d'ici un an ou deux, ce sera la chambre de mon enfant. La priorité en créant une maison est d'avoir un espace pour pouvoir partager de manière agréable du temps avec sa famille et ses amis. Il faudra sans doute faire des modifications plus tard. Mais vous pouvez voir que le motif au sol répond aux éléments décoratifs de la pièce, ce qui donne l'impression d'une seule et grande pièce. Je n'ai pas d'objet préféré, même si mes antiquaires aimeraient m'entendre dire « ce sont ces chaises » ou « ce magnifique tableau ». J'utilise des clous en bronze, faisant référence à une chambre avec panneaux. C'est inspiré du XVIIIe siècle, mais réinterprété de manière résolument moderne. Avec de l'énergie, de l'excitation, quelque chose auquel vous vous attendez à New York. Une énergie moderne. Vous prenez le meilleur du passé pour vous diriger avec optimisme vers l'avenir. Je crois que c'est très réussi. Est-ce que vous voulez qu'on continue par ici? Ce qui peut rendre certaines personnes célèbres, c'est le sentiment très fort qu'ils peuvent avoir de leur propre personnalité. Ils l'expriment parfois de manière très claire. Pour moi, c'est la clientèle idéale. On va vers la salle à manger et la cuisine. Ça, c'est un grand plaisir de cet appartement. Là, vous avez une vue à l'ouest, au-dessus de Central Park. L'Upper East Side. J'ai décoré ces pièces, cette salle à manger, de manière plus intime. Mais je voulais qu'elle s'ouvre directement sur la cuisine. À New York, quel que soit l'endroit, une grande fenêtre dans la cuisine, c'est très rare. C'est du business. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le processus de création, c'est du business. Une grande partie de ma création est influencée par la mode.
by fashion. Beaucoup de mes clients travaillent dans le milieu de la mode, within the ou fashion du spectacle. Or the entertainment industry. So alors on demande aux décorateurs d'interpréter des styles ou tendances sur le marché. C'est ce qui nous rend modernes. Nous sommes les indicateurs de changement. Nous avons réussi à attirer une liste remarquable de clients. Des gens très créatifs. David Bowie, Iman, Anna Wintour, Givenchy, Alston, beaucoup de gens dans le monde de la mode et des médias, car je pense qu'ils comprennent ce que nous faisons. Nous sommes créatifs et donc productifs. Et être productif, c'est être un bon professionnel. Alors ils sont naturellement attirés par nous. Comme lorsque nous avons refait l'appartement d'Elsa Peretti à New York. En tant que décorateur, on vous demande de juger et d'interpréter des modifications, de devenir un porte-parole du changement. C'est la définition de la modernité, être réceptif et ouvert au changement. Alors, allons voir la chambre, car vous verrez que c'est un endroit dans lequel, derrière son apparence classique, souffle un vent de modernité. Ma force et ma passion consistent à prendre des idées, des valeurs et des matériaux traditionnels et tous les réinterpréter pour les rendre plus frais, modernes et adaptés à nos modes de vie. Ici, nous avons un déplacement dans l'espace empreint de mystère. Toutes les portes sont camouflées. Elles ne deviennent des portes que lorsque vous les activez. Sinon, elles font partie intégrante de la pièce. Ici donc, quand vous vous déplacez dans l'espace, vous traversez des murs, des cloisons. Et vers la chambre principale, j'ai choisi des revêtements décoratifs muraux français, peints à la main. Mon intention étant d'être entouré d'un papier peint qui en devienne pratiquement comme un paysage. Cette chambre n'est pas faite pour avoir des peintures au mur ou se sentir cloisonné. Cette chambre est aboutie, sans le besoin de décoration supplémentaire. C'est vraiment un bon exemple de décoration émergente, tel un paysage qui vous engloutit complètement. Tout est intégré de manière transparente, même les placards sont cachés, déguisés. C'est extraordinaire, dans cette chambre, vous êtes dans votre petit univers privé. Vous voulez aller dans la salle de bain? Sur le mur se trouve du tissu de Madagascar. C'est en fait de la paille sud-africaine, de la paille qui a été blanchie. Ce sont des matériaux très simples, mais qui donnent aux pièces un sentiment d'intégrité, de densité. Les constructions à New York peuvent parfois être un peu minces, mais au-delà des considérations de solidité, je pense que nous sommes dans une phase de transition, où notre ère moderne s'exprime en tant que réinterprétation des traditions. Et quand on pense à la tradition, on pense aux textures, aux motifs. Dans la douche, les magnifiques détails du carrelage renforcent ce sentiment de tradition moderne. Et ce que je fais, c'est justement tenter de cerner cette tradition moderne. Comment transmettre le meilleur de ce qui a été réalisé, de nos connaissances, de notre expérience, ou celle de nos parents ou grands-parents, et comment les transformer en quelque chose de personnel. Comment imposer sa propre vision en matière de décoration pour influencer, je l'espère, les futures générations. La démarche d'un décorateur consiste à interpréter tous ces objectifs. Allons plutôt par ici. Même si ce n'est que la salle de bain des invités,
Je trouve intéressant de noter que les matériaux utilisés ici font écho à ceux utilisés à travers la maison. Le tissu de Madagascar, le carrelage à l'ancienne, il y a une simplicité dans ces choix et une constante que j'estime fondamentale. Vos choix en matière de décoration sont faits en fonction de l'usage de chacune des pièces, mais ils doivent également suivre une logique. Beaucoup de gens pensent décorer leur maison ou appartement sur une longue période, en phases successives. Mais c'est plutôt compliqué, car l'impression que vous ressentez dans l'entrée doit être répercutée dans la chambre principale, et l'impression que vous ressentez dans la chambre principale doit être répercutée dans le salon. Donc la décoration doit être le fruit d'une démarche globale. Revenons à la chambre d'amis et au salon. Back to the guest room and into the living room. Ce que j'adore ici est la façon dont la lumière évolue dans l'espace. Pendant que nous nous baladons, la lumière continue de pénétrer de part et d'autre de la pièce. C'est la même chose pour un décorateur ou un architecte. Vous n'avez jamais le sentiment que votre travail est achevé. C'est un processus en évolution constante. Car plus vous avancez, plus vous connaissez votre métier. Par conséquent, votre prochaine création sera forcément la meilleure. Vous êtes éternellement optimiste. Ce qui viendra sera meilleur, plus créatif, plus réussi encore. C'est à New York que je suis le plus productif, le plus créatif. C'est la ville qui me récompense le plus. Anna Wintour a écrit la préface de mon livre. Dedans, elle a dit quelque chose de remarquable, que personne n'avait exprimé de la sorte. Elle a dit simplement « Jeffrey est un décorateur d'intérieur qui capte votre goût pour mieux l'améliorer ». Oui, je peux évidemment imaginer vivre dans d'autres villes. Le ferais-je? Non. Bonjour, je suis SLONEM et vous êtes dans mon studio dans le West Village à New York. Ça, c'est Perky. Tu peux nous faire rentrer? Tout ça, c'était des bureaux. Alors, en arrivant, j'ai sorti des tonnes d'échantillons de couleurs pour trouver une couleur différente pour chaque pièce. À l'origine, tout était gris. Il y avait des armoires pour dossiers, des postes de travail partout. Il y avait 89 pièces en tout dont je me suis servi. J'adore les couleurs, et ceci est la plus grande expérimentation de couleurs de ma vie. Voici la chambre jaune. C'est la toute première qu'on ait peinte. Il a fallu 4 couches de jaune pour le sol. Une des raisons pour laquelle je n'aime pas trop recevoir, c'est que la peinture s'effrite. Je n'ai jamais fait de chambre marron, c'est bien la seule. Voici une petite chambre bleue avec le saint hindou Bhagavan Nityananda. Là, on rentre dans la chambre rose. Je collectionne du mobilier rose depuis des années, que je trouve en faisant les puces. Pour finir, j'ai décidé de consacrer une pièce entière à cette collection.
L'inspiration m'est venue par un sachet de saccharine Sweet and Low. Je suis un collectionneur passionné, mais la plupart des artistes le sont. Alors ça, c'est un vase Blenko, B-L-E-N-K-O, fabriqué en Amérique. Made in America. Ça fait partie de ma collection de chaises gothiques. J'en ai à peu près 150. J'aime bien mélanger les périodes et les styles. La nature de mon travail consiste essentiellement à peindre des oiseaux, des animaux, des papillons. Ça, c'est les yeux de singe. J'avais 3 singes pendant des années, et cela a donné la série sur les yeux de singe. C'est un motif récurrent dans mon œuvre depuis 25 ans. Par là, c'est la chambre des lapinaux. Je me lève tôt tous les samedis pour aller aux puces et trouver des cadres de toutes sortes pour la maison. Ma technique est le mouiller sur mouiller. Quand j'ai fini, je taille dans la peinture avec le bout d'un pinceau et je fais toutes ces marques à la main. Ça, ce sont des toucans tocos. Et ceux-là sont parmi mes petits oiseaux préférés, des papes de Gould. J'ai eu comme animaux domestiques quasiment tous les animaux que j'ai peints. Ça, c'est un loriot d'Asie. C'est ici que je viens faire mes siestes. La vie à New York est assez intense et j'ai toujours besoin d'un refuge en quelque sorte. Ici, j'ai plusieurs pièces de méditation, une chambre pour la sieste. Je ne sors pratiquement jamais dans la journée. Je me lève tôt le matin et si je dois sortir le soir, je sors. Sinon, j'aime peindre tard dans la nuit. En fait, je déteste quitter cet endroit. C'est la plus belle vue à New York pour moi. Mais ça, c'était juste un bonus. Je n'en avais pas vraiment besoin. C'est l'espace du studio dont j'avais besoin. Mais il y a eu des événements assez chouettes ici. Une réunion des plus grands chefs du monde et toutes sortes de soirées caritatives. Ça, c'est la salle des portraits. Tout le mobilier est en ébène et provient du Sri Lanka. Eh bien, tout ça, ce sont des œuvres de jeunesse. C'est un peu comme des sketchs. J'ai peint des saints et des vedettes de cinéma muet, beaucoup de Rudolph Valentino, et là, c'est un portrait de Paul Morrissey, que vous avez interviewé plus tôt, il me semble. C'est ici que je peins. Et si j'ai un grand dîner, c'est ici que ça se passe. Cette table est intéressante. C'est un Guillot de Lancaster, anglais, 1860. Les gens par qui je l'ai eu m'en ont reparlé pas plus tard qu'hier. Et cette chaise est une Renwick. Je ne cuisine pas. Je ne cuisine vraiment pas. Jamais. Nulle part. Je ne comprends pas pourquoi, mais je fais très mal la cuisine. Et puis c'est devenu un art si sacré que je n'oserais m'y frotter. C'est comme parler juste quelques mots de français. Celle-là, c'est un bébé. Elle a moins d'1 an. Je les adore. C'est des compagnons idéaux. Ils sont toujours à la maison, ils sont drôles et beaux. Je leur demande toujours leur avis sur mes tableaux après les avoir peints. Ils sont extrêmement intelligents. Selon des études, ils ont l'équivalent intellectuel d'un enfant de 3 ans. Je suis ici tous les jours, à travailler. À moins d'avoir une sortie à laquelle je dois vraiment aller, je peins tard dans la nuit. Parce que je suis souvent interrompu dans la journée. Alors je travaille à chaque instant.
Je crois que je suis accro à la peinture à l'huile. Tous les jours, je pense à un nouveau tableau. Parfois, des gens posent pour moi, moins maintenant. J'utilise des photos ou des cartes religieuses. Le problème, c'est que tout le monde est tellement occupé, personne n'a assez de temps pour poser. Voilà pourquoi c'est si bon d'avoir des animaux travailleurs. Lui, c'est Oliver. Je ne me vois pas partir d'ici. Je pense que c'est vital pour ma créativité de rester ici. Et j'adore ce quartier, j'adore le West Village. C'est simplement fabuleux. Il y a tous ces hôtels particuliers à échelle humaine, tous ces bons restaurants. Je me suis installé à New York en 1973, après avoir fini mes études en Louisiane. Et je ne suis jamais reparti. L'énergie est incroyable. Je ne peux pas fonctionner en dehors de New York, en fait. Il y a une telle force, une intensité, une énergie. Et les gens, j'adore les gens ici. Voici le maire devant un de mes tableaux. Sharon Stone, la directrice du Guggenheim, Peter Beard, Padma Lakshmi, Tinsley Mortimer. Oh, des amis, quoi. Chaque fois que je reviens à New York, j'embrasse le sol. J'aurais voulu l'abandonner à un moment donné, mais je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas m'en passer. Un de mes endroits préférés à Montauk, c'est à coup sûr la propriété de Peter Beard. C'est tellement atypique, sauvage, la falaise est tellement impressionnante, la vue est spectaculaire. Lui-même est une personne si passionnante et ce qu'il a fait autour de la maison est très intéressant. Cette table, avec ces formidables crabes fer à cheval, soi-disant les plus anciennes créatures encore sur Terre. Ça, c'est une de ses collections de galets. Regardez par là. Vous voyez le nombre de marches qu'il doit gravir pour atteindre l'océan? Ces rochers sont superbes. Il les a achetés et apportés ici. C'est sympa de posséder un terrain pareil, non? C'est moi qui lui ai dit de venir l'acheter quand j'en ai entendu parler. Il l'a acheté il y a 33 ans. J'ai la maison la plus basse à Montauk, la plus proche de l'océan à Long Island. Et lui est le plus haut perché sur la falaise, près du paradis. À Montauk, il y a un très beau restaurant qui s'appelle Gossman. Il est situé au bord de l'eau. Il est là depuis 50 ans, c'est très grand. Il a le poisson le plus frais, c'est simple et joli. C'est un grand restaurant. Voici le port de Montauk, la capitale sur la côte est en matière de pêche. Pêche de plaisance ou pêche commerciale. Cette crique est très belle. Et ce restaurant Gossman est là depuis plus longtemps que moi. Je suis là depuis 36 ans et eux depuis 60 ans. C'est mon endroit préféré à Montauk, après l'océan. C'est un restaurant formidable. Il fait 500 couverts et c'est bondé tout l'été. L'endroit est vraiment magnifique. Le restaurant a été lancé par une Irlandaise
et son mari portugais. Et il est resté dans la famille. Les poissons sont frais, c'est simple et bon. C'est juste un super endroit, y compris pour les familles. J'aime le Metropolitan Museum, pas seulement pour l'art. En ce moment, il y a une grande exposition consacrée à un grand artiste français, Giraudet. Son travail est tout à fait spectaculaire. On n'a pas l'habitude de voir de si grands formats. La plupart viennent du Louvre. Et le Metropolitan a une magnifique cafétéria. Donc, si vous voulez manger quelque chose de bon et de frais, et prendre le temps de rester là, assis dans la cafétéria, j'aime descendre la 80e rue, visiter le musée et aller à la cafétéria. Il y a un autre musée à New York que les gens devraient essayer de visiter. C'est la plus vieille maison de New York à être restée intacte. C'est sur la 4e rue, près du Bowery. Un homme l'a fait construire vers 1830. Elle s'appelle Merchant's Seaman's House. Sa fille a vécu jusqu'à l'âge de presque 100 ans, jusqu'en 1932. Quand elle est morte, il ne lui restait aucune famille. Alors elle a légué la maison à la ville. Et c'est devenu un musée, mais il est resté fermé près de 50 ans. Aujourd'hui, ils l'ont restauré, et c'est la seule véritable trace de ce que fut la vie à cette époque. Je n'ai pas d'autre endroit. Laissez-moi voir qui appelle.